bienvenue dans Saveur Passion. Moi c'est Manon. Et moi c'est Antoine. On est frères et sœurs et ça y est, après des années à en parler, on a lancé notre podcast où on part à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous parlent de la pratique de leur passion au quotidien. On va chercher ensemble à savoir ce qui les anime, quel a été l'élément déclencheur, comment cette passion a évolué, encore quelle place elle prend dans leur vie. Que ce soit de la peinture sur galet, de la mécanique ou de l'origami, on vous laisse savourer avec nous cette nouvelle rencontre. Bonne écoute. Mon père a pu se consacrer à sa vraie passion. Quoi, papa, je trouve la passion de ton père très originale et je suis passionné de planche à voile. Mais c'est passionnant ça, dites-moi. C'est dingue, hein, parce qu'on a 1 milliard de choses passionnantes à se raconter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Saveur Passion. Je suis toujours accompagné de Manon. Hello. Et aujourd'hui, nous avons du coup un nouvel invité qui s'appelle Julien, qui est avec nous. Bonjour. Et qui va nous parler d'une passion, de quelque chose qui est important pour lui dans sa vie. Mais avant toute chose, Manon, est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où on est, ce qui t'entoure, voilà, ce qui te vient par là, ce qui te passe par la tête? Alors, eh bien aujourd'hui il fait très chaud déjà. Et heureusement, on a un grand balcon autour de nous. Donc, on est dans un salon avec une vue sur Paris, sur le Sacré-Cœur. Et on est donc... Qu'est-ce qu'on a autour de nous? On a pas mal de fleurs. Toujours, hein. C'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans tous nos épisodes. C'est ça, on invite que des gens qui aiment bien les plantes. On a pour la première fois une spectatrice qui est avec nous. Qui est dans la pièce, qui est donc la compagne de Julien, c'est ça. Et un deuxième spectateur également. On a un petit chien avec nous aujourd'hui. Qui est mon compagnon. On accueille Oggy. Voilà, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Je vois un cadre avec des billets de je ne sais quel pays, des francs. C'est des francs, si je ne m'abuse. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que tu as une petite idée de quoi on va parler aujourd'hui? Quel va être le sujet? Écoutez, je n'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. À part Doggy, peut-être, du chien. Ah, peut-être Doggy. Mais sinon, aucune idée, vraiment. Très bien. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu, Julien? De quoi on va parler aujourd'hui? C'est pas très loin de ce que Manon voit. Il y avait un indice avec ces billets, effectivement, qui font partie de la passion, même que ce soit un peu annexe. Mais si tu remarques en dessous des billets, il y a des pièces de monnaie. Oui. Si tu regardes sur ta droite, il y en a une autre, une pièce de 10 € de Napoléon Ier. Oui, je vois. Et si tu regardes ici, il y a une pièce romaine de l'empereur Julien II. Ok, donc je vois avec des inscriptions. Qui a 2000 ans, à peu près. Ok. Tout simplement, voilà. On est, voilà. Et je vois un buste aussi de... Est-ce que ce serait Jules César? Non, pas du tout. Non, là, c'est un buste de décoration, c'est de David. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de monnaie, de numismatique. Numismatique. Très bien. Ok, je ne connais même pas le nom. Le collectionneur de pièces s'appelle le numismate. Ok. Voilà. C'est ça. Parce que toi, tu es uniquement collectionneur de pièces ou aussi collectionneur de billets, puisqu'on a vu des billets. J'ai quelques billets, donc j'en ai quelques-uns dans un album là que je pourrais vous montrer. Mais c'est surtout des pièces. Et plus spécifiquement, pour moi, c'est surtout les pièces contemporaines, pièces en euros. Mais j'ai aussi quasiment toutes les pièces qui ont été émises au XXe siècle en France. Donc toutes les francs de à peu près 1900 jusqu'à l'arrivée de l'euro. Et j'ai quelques pièces comme celle-là, des pièces romaines qui ont une particularité historique à chaque fois et qui fait que je les ai gardées, tout simplement. Donc c'est surtout la numismatique. Un peu moins la billetophilie, qui est la collection des billets de banque. Exactement, toutes des collections très, très précises, comme tu le vois maintenant. Oui, est-ce que tu t'attendais à ça? Vous voyez à mes yeux que je ne m'attendais absolument pas à cette passion. Donc c'est super, on va pouvoir discuter de ça tranquillement. Alors, pour démarrer cet échange, ce que je vais te demander, c'est d'où est-ce que ça vient? Comment tu as découvert ça, la numismatie, la collection de pièces? D'où ça vient? Ouais. Alors, le premier souvenir qui me vient, c'était quand j'allais voir ma grand-mère, ma mamie, à Gardanne, dans le sud de la France. Et elle avait sur sa cheminée des
grosse pièce je devais avoir 7-8 ans, donc pour moi elle paraissait énorme. Elle faisait 5 cm de diamètre, des immenses pièces en argent. Donc ce sont des pièces de 50 francs Hercule qu'elle posait là sur sa cheminée, qui m'ont toujours intrigué. Chez mon autre grand-mère, qui est d'origine espagnole, il y avait aussi des pesetas. Des pesetas espagnols, donc ça m'a intrigué de me dire à quoi ça pouvait bien servir. Et puis voilà. Et le deuxième souvenir qui me vient, c'est surtout le passage à l'euro en 2002, du coup, quand on abandonne le franc pour cette nouvelle monnaie, avec du coup des motifs qui changent en fonction des pays, puisqu'il y a plusieurs pays qui ont rejoint avec leur face propre à chacun d'entre eux. Donc j'ai commencé, quand j'allais chercher le pain, à récupérer la monnaie. Quand j'en avais une qui était différente, je l'ai gardée. Et je faisais quelque chose qui effraierait un numismate adulte, mais pour un enfant c'était normal. Je l'ai collé à la glu sur une grande feuille A4 pour dire voilà, j'ai réussi à collectionner ma série. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis l'autre souvenir qui me vient, c'est ma maman en 2004 ou 2005 qui m'a apporté un jour une pièce de 2 € particulière qu'elle a achetée dans une boutique qui était pas très loin de son travail dans le sud aussi. Et c'était une monnaie qu'on appelle les monnaies commémoratives. Donc chaque année, des pays en Europe ont le droit de frapper 2 ou 3 pièces qui ont une face pour commémorer un événement historique ou une valeur ou quelque chose. Et la première en euros est sortie en 2004, et donc elle m'a apporté une des premières. Et à partir de là, j'ai commencé du coup à les garder, à les suivre, à enrichir ma collection en allant dans les brocantes récupérer un peu ce qui se faisait ce qui est parfois abandonné par les gens. Et puis petit à petit, des récupérations de souvenirs de voyage et autres des membres de ma famille, ça s'est un peu consolidé, un peu spécialisé aussi, parce que de récupérer tout, on a fini par avoir des choses qui plaisent plus. Donc moi, c'est plutôt les choses qui sont plus contemporaines. Et du coup, sur les monnaies en euros. Oui, c'est ça, plus contemporain du coup, puisque tu es plus intéressé par les euros. Et du coup, quand tu parles des pièces que tu as récupérées, donc avec les faces de pays qui ont l'autorisation tous les 2-3 ans, c'est ça ? C'est ça. De refaire. Est-ce qu'il y a des pays tous les ans ? Okay. Tous les ans depuis 2004, les pays peuvent faire des pièces commémoratives. Okay. Et ça a ouvert, je crois que c'est en 2011 ou 2012, où ça a ouvert à 2. À la base, c'était une seule par pays et par an. Après, ça a ouvert à 2. Et parfois à 3 quand il y a des choses communes avec tous les États de l'Union européenne qui se font. Donc, on peut... Est-ce que du coup, tu collectionnes plus ceux de France ou d'autres pays, d'Espagne, peut-être si tu as des origines espagnoles ? Ou pas du tout, c'est vraiment aléatoire. Oui, de France, j'ai des euros. Naturellement, j'ai toutes les pièces qui ont circulé, donc que les gens ont pu retrouver dans leur porte-monnaie française, y compris en francs et en anciens francs. Et les européennes, je les ai aussi. J'ai quasiment, je pense que je dois avoir 80 à 85% de toutes les pièces qui ont été émises en euros en circulant. Donc il y a par exemple là vous voyez une pièce de 10 € qui représente Napoléon en argent. Donc ça c'est une pièce qui est faite pour la collection. Et 10 €, bien que vous pouvez aller la changer à la Banque de France et la Banque de France vous donnera 10 € en échange, elle n'est pas vraiment utilisée couramment. Tandis que celle-ci... Oui, tu peux pas aller à la boulangerie et dire alors je vous achète tout ça et je vous paye avec cette pièce de 10 € représentant Napoléon, quoi. Théoriquement tu pourrais, parce qu'elle a quand même valeur légale, et puis la Banque de France l'accepte, donc ça veut dire que si ta boulangère va à la Banque de France, elle aura les 10 € qui sont marqués sur la pièce. Mais dans les faits, tu ne le fais pas. Mais par contre, les pièces de 2 € comme celle-ci, elles peuvent circuler partout en Europe et ailleurs. Et là, j'ai quasiment 80% des sorties, sachant qu'il y a aujourd'hui 20 pays qui sont membres de la zone euro, donc qui frappent l'euro, plus 4 micro-États, que sont Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican, et 2 pays qui l'utilisent sans frapper, parce qu'ils l'utilisent un peu illégalement, c'est le Monténégro et le Kosovo. Pourquoi ils l'utilisent illégalement ? Parce qu'ils ont abandonné leur monnaie. Alors, pour le Monténégro, c'est particulier parce que le Monténégro est né récemment et était utilisé avec la fin de la Yougoslavie, c'est ça ? C'est ça, et avec la séparation avec la Serbie, et utiliser le mark allemand comme valeur de référence, et du coup l'euro, et n'est jamais par contre rentré officiellement dans tous les mécanismes économiques qui font qu'on a le droit d'avoir l'euro. Donc ils l'utilisent sans frapper la monnaie.
Ok, parce que quand tu dis frapper la monnaie, ça veut dire quoi exactement frapper la monnaie pour quelqu'un qui... Ça veut Je dire connais que ça fait partie des choses qu'un État fait avec entretenir une armée, administrer un territoire avec une population dessus et frapper la monnaie. Donc c'est le pouvoir économique aussi sur son territoire. Et ça veut dire que chaque année, on estime que la valeur des biens, de tout ce qui va circuler, des services qui vont circuler dans un pays est estimée à tant. Du coup, on va émettre des pièces et des billets pour compenser, pour permettre tous ces échanges économiques. Si on en fait trop, le risque, c'est que la monnaie perde de la valeur et que les gens n'aient pas confiance et ne l'utilisent pas. Mhm. Et du coup, c'est une perte économique. Et si elle est trop forte, ben, c'est le risque que justement les gens ne peuvent pas se l'échanger, que ça soit trop compliqué. Donc c'est bon pour l'import, mais c'est pas bon pour faire fonctionner des entreprises. Donc les États ont la légitimité de frapper la monnaie. Sauf que quand on est 18, on était 16 au début, 18, 19, 20, ça devient plus compliqué. Donc on se répartit en fonction de la population, le nombre de tirages qu'on peut faire. Et du coup, Chaque on peut année, frapper. c'est remis à Chaque jour. année. Ok. Parce qu'il y a des pièces qui sont abîmées, Mm. qui du coup sont renvoyées, refondues. Il y a des pièces qui sont thésaurisées, donc ça veut dire que les gens vont les garder chez eux, et du coup elles vont sortir du marché financier. Et puis il y a aussi l'accroissement de la prospérité, donc qui fait qu'on a besoin d'avoir Plus de pièces. monnaie, ouais. Et puis il y a des nouveaux États qui rentrent, la Croatie est rentrée il y a 2 ans maintenant, et puis l'année prochaine la Bulgarie va rentrer dans l'euro, donc il y a aussi l'accroissement du... Je sais même pas, du coup, c'est la Commission européenne qui gère tout ça ou C'est tu sais la BCE, la Banque Centrale Européenne. D'accord. Et Ok. d'ailleurs, si vous remarquez sur vos billets de banque, il y a une signature. Et aujourd'hui, c'est la signature de Christine Lagarde qui gère la Banque Centrale Européenne. Ok. C'est assez incroyable parce qu'en fait, cette semaine, je me suis rendu compte, je suis allée au bar et on m'a donné en retour de consigne, une pièce de 2 € où il y avait la Tour Eiffel avec, je crois, écrit 2024 dessus. Ou en tout cas, je me suis dit, ils ont fait un truc spécial pour les JO. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, ça faisait peut-être partie des 2 € dont tu parlais, Oui, je l'ai. spécifiques. C'est ici d'ailleurs. Et oui, ce sont des billets des pièces qui servent à commémorer un événement. Sur les JO, il y en a 4 qui sont sortis. Ok. Les 4 années entre les JO avant Paris. C'était quoi avant Paris? C'était 2020. C'était ouais, Tokyo. Tokyo. Et oui, 21. c'était Tokyo. Mais ça aurait dû être 2020. oui. C'est ça. Même si Putain, c'est j'avais déjà oublié, c'était Donc terrible. entre 2020 et 2024, la France a sorti chaque année une pièce pour annoncer Ah oui. les JO. Donc Carrément, il y a celle de la Tour Eiffel Ils ont qui fait une court, campagne. il y a celle de la Marianne qui boxe. Ouais. Il doit y en avoir 2 autres que j'ai plus en tête, mais il y en a 4 au total qui ont été sortis dans le cadre des JO. Et c'est pas les seuls. Si on regarde d'ailleurs le classeur sur celle de cette année ou de l'année dernière, le Portugal par exemple sort régulièrement des pièces pour commémorer sa participation aux Jeux Olympiques, donc avec les anneaux olympiques et marqué Portugal ou la flamme. Et d'ailleurs une des premières commémoratives que l'on peut voir ici, c'est la Grèce qui l'a sorti donc en 2004 en commémoration des Jeux Olympiques modernes. Ah oui, c'est très lié Donc, en fait. Il y a un c'est vrai lien entre ça fait les partie JO des et... grands événements Hmm. parce qu'il y a des critères pour pouvoir faire ça, puisque maintenant on n'est plus seul, on est du coup 20 États décidés, donc il faut choisir des pièces qui peuvent aller dans l'esprit des 20 États. Par exemple, la France en 2015 a voulu sortir une pièce commémorant les 500 ans de Marignan, de la bataille de Marignan. Sauf que l'Italie n'a pas forcément aimé qu'on commémore une bataille dans laquelle ils perdent et dans laquelle ça se passe sur son territoire. J'ai vu en me renseignant un peu sur les numismates qu'il y avait eu aussi cette histoire, mais côté français, avec la Belgique voulait émettre une pièce sur Waterloo, sur la bataille de Waterloo, sauf que du coup que les Français ont perdu. Napoléon en 1815 je crois, si je me trompe pas, et du coup la France a dit non, c'est pas possible. A mis de Ils grandes censurent. réserves pour dire c'est pas forcément une très bonne idée que de valoriser ça. Et donc, ils ont le droit de mettre des vétos sur... Oui. Les pays doivent se mettre d'accord, Alors, les 20 ensemble. c'est pas vraiment des vétos, c'est plus un sentiment très désagréable que l'on émet, et que du coup comme l'Union européenne c'est quand même quelque chose de très policé, de très diplomatique, ça se règle généralement, ça a la même valeur qu'un veto. Mais c'est des cas particuliers. La plupart du temps, les États sont quand même d'accord. Ouais, la plupart du temps ils sont d'accord. Il n'y a pas de sujet très
très controversées, à part peut-être en 2022-2023, où on a eu des pièces avec marqué Slava Ukraini, Vive l'Ukraine, qui ont été frappées par les monnaies des pays de l'Est, la Lettonie, la Lituanie. Donc ça peut être un peu vu comme étant assez offensif vis-à-vis de la diplomatie. Bon, là, pour le coup, c'est un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais par exemple, la Hongrie, qui devrait rentrer dans l'euro dans les 10 prochaines années, aurait pu dire ça nous plaît pas vraiment. Ouais. Oui. Ouais. Mais Ok. c'est souvent des valeurs sur lesquelles on est tous d'accord. C'est des hommages à des personnalités européennes qui ont marqué, comme il y a Louis Braille, il y a eu une pièce à son effigie. Il y a eu Est-ce Marie que du coup, Curie. sur une pièce à son effigie, il y avait du braille Bien qui sûr. permettait de lire, c'est ça Bien sûr, elle est là, Ah ouais, elle est trop là bien. d'ailleurs. Parce que c'est l'inventeur Je peux voir pour les gens qui savent pas Désolée. forcément, le braille qui est l'écriture qui permet pour les aveugles ou les Les non-voyants, malvoyants. malvoyants, de lire. Ok. Et alors, où est-ce que tu les trouves, toutes ces pièces? Alors, il y a certaines que je récupère en trouvant, en pêchant finalement dans son porte-monnaie. Surtout celles où j'ai pas envie de forcément investir dedans. Par exemple, les communes. Ce que j'appelle les communes, c'est tous les 5 ans, tous les pays de l'Union européenne sortent la même pièce. Et ce qui les différencie, c'est juste le nom du pays au-dessus. Donc il y a eu l'euro, il y a eu une petite planète avec des symboles comme une éolienne, des gens qui se tiennent la main, une petite maison, un arbre. Donc pour justement symboliser le vivre ensemble. Il y a eu le drapeau européen, il y a eu plusieurs éditions communes. Donc là, celles-là, je les récupère quand je les vois, finalement. Sachant que c'est un peu comme des Pokémon finalement. Quand on va en Slovénie, on a plus de chances de tomber sur des pièces slovènes parce que c'est la banque slovène qui les a commanditées, qui les renvoie dans les commerces. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait des voyages spécifiquement pour aller récupérer des pièces? Non, mais j'ai sur ma liste des voyages de sites que j'ai découverts grâce aux pièces. Par exemple, la montagne des Croix en Lituanie, qui est représentée sur une pièce de 2 euros assez récente, qui a l'air d'être un site magnifique où des gens viennent pour rendre hommage en mettant des croix et ça donne un paysage géant. Et puis la nouvelle série de monnaies de l'Allemagne et de l'Espagne, c'est des lieux touristiques qui sont pas forcément connus. Il y a l'aqueduc de Ségovie, il y a les méandres de la Sarre qui sortiront l'année prochaine en Allemagne. La Finlande sort des exemples de forêts que je ne connaissais pas et qui ont l'air magnifiques. Donc, C'est une manière aussi pour les pays de faire de la pub pour leur tourisme, enfin pour développer le tourisme. de valoriser leur de région, valoriser de leur valoriser région. leur culture. Et, Bah, c'est une très bonne manière de promouvoir son territoire. Et- Parce que c'est vrai qu'au niveau européen, tout le monde peut tomber dessus. Et des gens comme toi, des numéros SMAT, c'est ça? des numismates. Oh, pardon. Numisma latin, qui veut T'inquiète dire pas. la pièce de monnaie, tout simplement. Numismatin? Numisma, en latin, c'est la pièce de monnaie. Ok, d'accord. Numismat, qui du coup, en collectionnant, ça donne des idées de voyage, quoi. C'est ça. Et je pense que si, je suis quand même allé à Malte, parce que Malte est un petit éditeur est un des pays où les pièces de 2 euros sont les plus rares, parce que c'est un petit état. Et je suis allé, du coup, dans la boutique officielle de la monnaie de Malte pour acheter celles qui sont vendues qu'aux collectionneurs. Il y en a qui sont vendues vraiment, comme elles ont une valeur importante, elles ne sont disponibles qu'en faible volume, et donc c'est souvent les collectionneurs qui les récupèrent. Et question du coup un peu inverse à celle que je viens de poser, est-ce que quand tu voyages, c'est une de tes préoccupations? C'est-à-dire que par exemple tu sais que tu vas devoir aller j'ai n'importe quoi à Ljubljana en Slovénie, bah tu vas dire ok, donc je vais intégrer dans mon voyage le fait d'aller voir les pièces, d'aller acheter potentiellement la pièce du pays qui me manque pour telle collection. En gros, l'idée, c'est est-ce que c'est quelque chose qui te suit tout le temps, notamment quand tu voyages, parce que, comme tu viens de nous l'expliquer, le fait de voyager permet d'avoir accès à des pièces auxquelles t'as pas accès dans ton quotidien. Est-ce que c'est quelque chose... Je l'ai pas fait vraiment pour ça, mais par exemple, je suis jamais allé à Rome, mais si je vais à Rome, je serai obligé d'aller au Vatican et d'aller dans les boutiques du Vatican, parce que, pour le coup, les pièces sont assez recherchées. J'en ai quelques-unes, je les ai pas toutes. Je dois avoir bien la moitié de celles qui ont été éditées. Mais voilà, ça peut répondre à ta question. Et puis, par exemple, là, tu vois, sous les billets de 100 francs qu'il y a derrière moi, il y a des pièces qui sont octogonales. Et oui. celles-là, ce sont des pièces que j'ai trouvées par hasard en Angleterre, parce que les Anglais font aussi des pièces commémoratives. Et il y en a une avec Sherlock Holmes,
qui est représentée dessus. Et il y en a une qui est représentée avec un lapin aussi, qui est un conte britannique qui est connu, donc je ne connaissais pas, mais je les ai récupérées parce que j'ai vu justement qu'elles étaient particulières là-bas, et je me suis dit, celle-là, je vais la garder, parce que je savais qu'elle était commémorative. Et de même pour les États-Unis, dans la vitrine là que vous pouvez voir, il y a plusieurs pièces un peu particulières représentant des Comanches, représentant la Statue de la Liberté, des grands déserts, des Sioux. Et celles-là, ce sont des quarters dollars qui sont commémoratives aussi. Et quand j'étais aux Des États-Unis, quarters dollars? ouais, c'est des quarts de dollars, des 25 centimes. Ah oui, des d'accord. quarters de... Ok. Non, C'est ça. Ok. Nous, ce sont les 2 euros qui sont particulières, qui sont commémoratifs. Les autres pièces sont courantes et n'ont pas de commémoration particulière. C'est seulement les 2 euros. Et aux États-Unis, c'est plutôt les quarters dollars qui ont des éditions spéciales. Oui, les plus petites pièces, du coup, tu peux potentiellement avoir d'ailleurs en circulation des pièces qui sont les mêmes depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'avais vu qu'en Suisse, ils utilisent des pièces qui n'ont pas changé de design depuis très très longtemps. Depuis plus de 130 ans. Exactement, j'avais vu ça et... J'en ai une d'ailleurs de pièces suisses. Hein, et qui du coup, tu peux te dire potentiellement, quand tu vas acheter ta baguette en Suisse, ou pas ta baguette enfin si, ils font aussi des baguettes en Suisse, bien sûr. Ils ont du peut payer fromage son et du café, chocolat, tu mais pas que, quoi. Mais tu peux payer avec potentiellement une monnaie qui a été créée il y a 150 ans, il y a 130 ans. Et tu le vois, c'est aussi ce qui me plaît particulièrement, c'est cette notion de se dire que c'est quelque chose qui nous lie tous, qui est quelque chose qui est connu de tous. Et en Suisse, c'est un très bon exemple parce qu'en Suisse, on peut payer avec des monnaies où il y a marqué 1896 dessus. Hein. Il y a marqué la date dessus. On sait que ça fait plus de 100 ans qu'elle circule. Wow. Nous, les pièces ont 25 ans, la façade commune, qui risque d'être rénovée dans les années qui arrivent pour mettre. Oui, parce que l'euro est finalement une monnaie relativement récente. Enfin, elle est très récente. Par rapport au monde entier. Elle est très récente. On a vécu pour la plupart d'entre nous le changement de monnaie. Donc, et pour les Croates, elle n'a qu'un an. Oui, c'est vrai. Pour les Croates, c'est tout récent. Et donc moi, j'avais plutôt des questions sur la valeur. Tu disais donc, si t'allais au Vatican, t'allais acheter, voilà, qu'à Malte, t'étais allé pour en avoir des assez rares, que t'as acheté directement. À partir de quand ça prend une valeur qui est quand même assez supérieure, et là où tu vas mettre aussi de l'argent dedans, et à partir de quand t'as commencé à vraiment acheter dans ta passion, ouais. Alors, il y a plusieurs types de numismates, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui font ça un peu comme moi par passion. Je les récupère parce que ça me plaît. Là, je sais que c'est quelque chose qui a commencé il y a pas très longtemps, donc je peux me permettre de toutes les avoir au fil de ma vie. Donc, je les achète en sortie d'usine. Donc, je les commande des fois à la monnaie de Paris pour la plus connue. Mais du coup, en sortie d'usine, elle coûte un peu plus cher que la valeur de la pièce, ou c'est le même? Oui. Ouais, elle coûte toujours plus cher. Les moins chères, elles sont aux alentours de 3 euros pour les monnaies allemandes. 3 euros pour une pièce de 2 euros. Pour une pièce de 2 euros. Ok. Sachant elle aura toujours une valeur fixe de 2 euros. Qui est inscrite sur sa façade. Elle a une valeur métal qui est inférieure, parce qu'elle coûte peut-être 10 centimes à produire, contrairement à des monnaies en argent comme celle-ci. Bah oui, qui c'est peuvent ça avoir qui une m'a un peu valeur étonnée, ouais. qui augmente plus que ce qui est affiché Donc sur la pièce dont Julien parlait, qui était de valeur 10 euros. C'est ça. C'est ça. Elle est affichée 10 euros, elle est de 2021, donc si le cours de l'argent monte, sa valeur en poids d'argent va augmenter, donc elle va dépasser la valeur dont elle a été affichée. C'est ça, parce que les pièces, elles peuvent être, en fonction des époques et des civilisations qui l'ont utilisé, ça peut être quoi? En or, en cuivre, en argent Historiquement, c'est de l'or. Les premières monnaies qui ont été... La première forme de monnaie qu'il y a eu, elle date de quasiment 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est des shekels qu'on trouve autour de la Mésopotamie. D'ailleurs, la shekel est devenue le nom de la nouvelle monnaie d'Israël. En hommage à ce qui se faisait avant, il y a 3000 ou il y a 4000 ans en Mésopotamie. Et c'était juste un gramme d'or qui était frappé d'un coup de marteau et qui faisait une taille. Et après, la vraie monnaie, Hérodote disait que c'était Midas qui l'avait mise en place. Et ce sont des monnaies qui sont faites en or, ce qui était auréus à l'époque. Et puis, Crésus et Midas ont décidé de le faire bimétallique, c'est-à-dire un cours de l'or et un cours de l'argent,
Donc aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, il y avait les deux. Il y avait l'or et l'argent qui coexistaient. Ok. Et puis l'Empire romain a fortement augmenté comme ça avait beaucoup de valeur, c'était plutôt le bronze qui était utilisé ou l'étain. Donc il y avait plus une valeur marchande sur place. Et puis après est arrivé au niveau du 15e siècle, beaucoup de... Donc tout ça a existé pendant le Moyen-Âge, des monnaies en argent. Je pourrais vous montrer, j'ai une monnaie par exemple en argent médiévale. Les monnaies médiévales sont très, très particulières. Il y a des numismates qui sont spécialisés dans les monnaies médiévales parce qu'elles sont propres à chaque seigneur qui a voulu marquer son nom, son sceau, son allégeance. Et donc c'est aussi des jeux de décryptage de ce qui a marqué, parce que la plupart sont de l'histoire. Voilà, donc Et puis du coup, ça veut dire que j'imagine ça peut être très utile pour les historiens, les monnaies. Il y a des numismates scientifiques. Donc il y a des numismates amateurs comme moi, mais il y a des numismates scientifiques. Par exemple, cette monnaie en bronze, quand on va sur des sites archéologiques, il y a des numismates qui vont voir les épaves de bateaux pour essayer de dater justement les bateaux en fonction des pièces qu'on y trouve, pour essayer de voir l'origine. Parce que là, cette monnaie, c'est donc Julien II l'Apostat. Donc, on sait qu'il était empereur romain d'Occident, mais qu'il est arrivé parce qu'il a grandi à Constantinople. Donc, elle a été trouvée en Italie. Donc, on sait que c'est quand elle est datée de quand il est arrivé avec toute sa force d'État dans la péninsule italienne. Donc, il y a aussi des numismates archéologues professionnels, scientifiques. Et d'ailleurs, il y a plein de numismates amateurs qui contribuent à la science parce que on trouve, soit dans des trésors qu'on trouve par terre, en brocante, des pièces qui sont parfois pas référencées, qu'on découvre pour la première fois, donc il y a toute la question d'authentification derrière, et puis de la rattacher à l'histoire globale du seigneur, de l'État, parce qu'il y a pu avoir des périodes... un exemple très récent qui peut être très concret. En 1944, la France est libérée par les Américains et les Américains ne veulent pas de Gaulle et du gouvernement provisoire. Donc qu'est-ce qu'ils font et quelle est la première chose qu'on fait quand on veut administrer un État ? C'est apporter de la monnaie. Et ils ont apporté des francs, on appelle des francs Philadelphie, et des billets, dont un que j'ai, des billets de francs où il y a juste le drapeau français, avec même pas marqué République française, il y a juste marqué France, au cas où on ne savait pas quel régime donner. Et c'était des billets qui ont été mis que pendant quelques semaines, 2-3 semaines, mais on les a gardés en histoire, et c'est le général de Gaulle qui a dû dire ces billets-là, vous les refourguez le plus vite possible pour payer vos impôts ou quelque chose, et vous ne les utilisez pas. Mais si on retrouve par exemple des pièces ou des billets comme ça qu'on ne connaît pas, on peut voir qu'il y a eu peut-être un coup d'État, peut-être un changement de roi qui a duré que quelques mois, qu'on ne connaissait pas. Et alors, comment ça se passe ? Typiquement, si moi demain je trouve une pièce que j'ai pas l'habitude de voir d'ordinaire, comment ça se passe pour référencer ? Tu parlais de référencement de pièces, à qui je m'adresse, comment est-ce que justement on va retrouver toute cette histoire, etc. Et d'abord, toute la force, c'est l'authentifier déjà, s'assurer qu'elle est vraie. Parce que depuis qu'il existe de la monnaie, il existe des faux monnayeurs. Ouais. Donc il faut s'assurer que ce soit vraiment de l'argent ou de l'or, s'assurer qu'elle a vraiment cours légal. Ça peut être aussi une vraie fausse monnaie d'époque, où un chef d'État étranger ou un concurrent a voulu frapper la monnaie qui ne valait rien ou la remplacer. Et à ce moment-là, elle a de la valeur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller chez un numismate professionnel. Donc il existe des bureaux de change qui vendent aussi de l'argent, qui vendent des pièces d'investissement, donc des louis d'or, des pièces qui ont une valeur certaine comme un objet d'art finalement. Comme par exemple la pièce de 10 € que tu as là de Napoléon. Comme celle-ci. Celle-ci, tu les as achetées en... Ouais. Celle-ci, en bureau de change, du coup ? Celle-là, je l'ai achetée directement à la Monnaie de Paris. D'accord. Mais celle-là, je l'ai achetée chez un authentificateur, je ne sais pas comment dire. Un antiquaire, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est même pas un authentificateur. Quelqu'un qui est spécialisé dans... Je pense qu'on peut dire ça. Il y a son nom derrière, c'est marqué. Ouais, c'est comme un meuble d'époque, c'est traité de la même manière. Un objet d'art. Oui, c'est ça, un objet d'art. Avec le nom du propriétaire dessus, du coup, Julien, c'est ça ? Voilà, c'est le nom de l'empereur qui est en avant dessus. Ok. Julien II. Donc, c'est aussi pour ça que je pensais que c'était spécifié. Oui, j'imagine. C'est parce que Julien a un gros melon, il veut toutes les pièces à son nom, bien sûr. Ok. C'est Julien ou Napoléon. C'est tout. Ouais. Mais c'est ton deuxième prénom, je crois, Napoléon. C'est ça. Ok.
Et moi, j'avais une petite question qui était liée au fait que là, tu nous parles du coup, il y a des numismates professionnels. Et du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé très jeune. Est-ce que ça t'est venu un moment l'idée de te dire « Oh là là, mais j'aime trop ça, j'ai envie de continuer et potentiellement bosser là-dedans, en fait ?» Ou pas du tout, ça t'a jamais traversé l'esprit et pour toi, c'était juste toujours quelque chose à côté et, qui t'allait très bien J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé un peu la politique, donc c'est quelque chose qui s'éloigne pas trop finalement de ça. Je faisais partie d'un club numismatique où il en existe un peu partout en France, il doit y en avoir une centaine, où on peut se réunir, où on fait venir des numismates professionnels qui vont nous expliquer l'histoire de pièces, où on peut commander en lot en gros directement à la sortie des usines, où on peut faire des échanges aussi. Donc il y a quand même eu une période de ma vie où j'étais quand même très actif. Ça prenait pas mal de temps parce qu'entre les brocantes, les bourses aux collectionneurs où on peut récupérer celles qui nous manquaient, surtout sur les collections anciennes, par exemple celle du 19e siècle, je savais où je voulais aller. J'ai une collection aussi dédiée aux pièces représentant les chiens. Référence à Ogi. Donc il y en a pas tellement, donc c'est aussi quelque chose d'actif où j'essaye de... elles ont jamais été référencées en tant que telles, donc quand j'en vois une qui en représente un, je la garde. Mais en faire mon métier, je ne pense pas, mais peut-être que quand j'aurai plus de temps, parce que c'est quelque chose qui prend du temps à ranger, vous voyez, c'est rangé dans des classeurs, c'est mis sous capsule pour pas que ça s'oxyde, pour que ça se conserve dans les meilleures conditions possibles. C'est référencé aussi, j'ai un site qui s'appelle Numista, si vous êtes collectionneur amateur ou autre, vous pouvez voir la valeur de vos pièces et référencer votre collection là-dessus. Et du coup, là-dessus, tu as mis toute ta collection en virtuel, du coup, c'est ça ? C'est ça. Qui permet aussi de voir l'état de ma collection, voir celle que j'ai en double ou en triple que je peux échanger. Et d'avoir des échanges aussi avec d'autres numismates qui viennent potentiellement voir t'as celle-ci. C'est ça qui nous intéresse, donc on fait des échanges. Et je me dis que voilà, pourquoi pas à la retraite quand on a du temps, comme beaucoup font, amuser à être un peu plus actif là-dedans, faire plus d'échanges pour pouvoir consolider sa collection. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu disais, j'ai l'impression, t'en parlais un peu au passé, que le moment où t'allais beaucoup dans des clubs numismatiques, c'est plus trop le cas aujourd'hui, beaucoup moins. Quand je faisais mes études, que j'avais un peu plus de temps, finalement, parce que ça peut devenir passionnant. Je me rappelle, des fois, je passais des soirées à les regarder, à les authentifier, parce que quand je reviens de bourse ou de brocante et que je reviens avec mon petit pactole, j'essaye de voir s'il n'y a pas certaines qui ont plus de valeur que d'autres, que je pourrais échanger. Parce qu'on a parlé des faces, mais il y a aussi, par exemple, des années. Il y a des années où on aimait moins. Par exemple, 2020-2021 avec le Covid, il y a eu moins d'argent qui circulait, donc moins de nouveaux euros sortis. Donc du coup, potentiellement des valeurs qui augmentent. Et c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que les archéologues du futur, ils vont voir qu'il y a eu moins de monnaie en circulation, je sais pas, ils vont peut-être trouver moins de monnaie en 2020-2021, et alors qu'on n'aura plus la connaissance qu'il y a eu une pandémie, on le saura peut-être grâce aux pièces. C'est très bon, on le saura, il y a des pièces italiennes par exemple où il y a marqué grazie avec un Covid, un soignant, donc on sait qu'il s'est potentiellement passé quelque chose. Malte aussi a fait quelque chose avec des infirmières représentées sur la pièce, donc on le verra là. C'est très difficile de savoir combien ont été émises, combien de pièces ont été émises. Oui, ça. Mais oui. Et est-ce que, parce que tu parlais t'as passé des soirées entières à les regarder, etc. Est-ce que la passion, elle vient aussi de ta nostalgie de quand tu disais quand tu étais plus jeune, que tu voyais chez tes grands-mères, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te rappelle des bons souvenirs aussi, ça te met dans une ambiance que t'aimes bien et t'as envie de passer toutes ces soirées-là? Ou c'est vraiment la découverte de, il y en a une nouvelle, la nouveauté aussi à chaque fois C'est plus la découverte parce qu'elle les gardait, mais un peu comme faisaient beaucoup de Français en disant une pièce que j'ai pas, parce que même en francs il y a des pièces commémoratives, donc il y en a avec Victor Hugo, avec Germinal, que même beaucoup de gens ont dû garder parce qu'elles sont justement différentes. Donc je pense que c'était comme ça, je suis même sûr, c'était pas du tout une passion de leur côté, mais moi ce qui me plaisait, c'est de voir aussi l'histoire qu'il y a derrière. Et un des premiers souvenirs aussi que j'avais, chez mes parents, il y avait des pièces très légères, écrites en grec dessus. Donc il y a aussi un peu un travail comme de l'archéologie, parce que c'est un alphabet que je ne sais pas lire, et pour pouvoir la référencer, pour voir la valeur qu'il y a, c'est essayer de comprendre l'année qu'elle a, ce qui a marqué dessus, qui elle représente. Et du coup, l'histoire qu'il y a derrière, par exemple, ces pièces, elles étaient écrites en ancien grec, enfin,
en grec moderne avant la réforme orthographique, puisque les Grecs ont réformé leur orthographe il y a 40 ans de ça. Donc on écrivait différemment le mot drachme, par exemple, qui est le nom de la monnaie grecque. Donc il y a toutes ces histoires qu'il y a derrière qui fait que j'ai passé du temps. Et est-ce que donc, si tu as plus de temps potentiellement plus tard, tu parlais de la retraite, etc., tu veux étendre vraiment à des monnaies dans le monde entier, parce que là tu parles beaucoup de monnaies européennes, mais ça t'intéresse aussi, mais c'est juste que tu n'as pas le temps de pousser plus loin. Pas le temps, peut-être pas l'argent non plus, parce que le nombre de pièces qui sont sorties depuis 6000 ans d'histoire sur tous les sujets possibles, en fait c'est impossible pour un numismate de tout avoir. Donc il faut se focaliser sur quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous attire particulièrement. Donc voilà, moi je pense que je me mettrais vraiment dans la collection de celles qui représentent des chiens et des canidés plus largement. Et là je sais que je peux en trouver même des plus historiques, parce que par exemple dans la Rome antique, la représentation de la louve, du loup, elle est quand même très présente. Donc je pourrais me mettre plus en quête de pièces particulières. Et puis dans les États allemands du XVIIIe siècle, il y a aussi des chiens qui sont représentés pour la première fois depuis très longtemps. Donc ça sera plutôt dans des trucs très spécifiques que dans aller chercher tout. Et puis ça prend de la place. Je sais pas si vous voyez, mais il y a 6 classeurs là, une vitrine. Et puis derrière, il y a mon stock. Ça, c'est ma collection permanente et ma collection temporaire, mais derrière, il y a... On peut faire des expos ici, ça expos prend de la temporaires. place. Derrière, il y a le stock. Donc, ça prend aussi de la place. C'est hyper intéressant la manière dont tu parles, et ce que tu disais avant aussi, qu'à chaque fois, en fait, c'est une énigme, chaque pièce. Et t'as l'histoire derrière et tout, et je trouve ça... Regardez. Je comprends l'attrait, en fait, pour... Si vous voulez regarder celle-ci, par exemple... Là, c'est très particulier parce qu'elle a du coup 2000 ans. Sur sa première face, c'est représenté un homme. Donc, quand on le voit pour la première fois, sans l'explication, on ne sait rien. On voit juste un homme avec des écritures latines d'un côté. Et de l'autre côté, on voit une espèce de soldat qui se dirige vers la gauche avec soit quelqu'un, soit un animal tenu par sa main droite. Donc là, il y a aussi comprendre ce qui est écrit. Et ça peut nous aider beaucoup, c'est écrit en latin. Donc là, on sait que c'est marqué Julien, justement. Et de l'autre côté, comprendre le contexte et l'histoire. Le surnom de Julien, c'était Julien l'Apostat. Bien qu'il soit né chrétien, il s'est battu en tant qu'empereur romain pour mettre le polythéisme, pour garder le polythéisme. Donc là, en fait, cette pièce représente aussi un soldat qui soumet quelqu'un. Et on sait que voilà, ça nous aide à déchiffrer et à comprendre d'où elle vient et quelle est cette pièce. Très bien, alors je vais vous proposer une petite pause, une petite respiration dans ce podcast où je vais vous faire un petit quiz, donc à Julien et Manon, et on va voir si vous savez répondre correctement ou pas. Puis ça va nous permettre d'apprendre plein de choses, plus ou moins intéressantes, vous allez voir, mais en tout cas diverses. Alors, je vais revenir déjà, t'en as parlé un tout petit peu, sur le fait que ça existe depuis la monnaie frappée comme ça, depuis le 5e, le 6e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et il y a eu de nombreux différents types de paiements, en fait, puisque à la base, les hommes échangeaient à base de troc. Troc, ouais. Oui. Voilà, en disant mes 3 chèvres elles valent un chameau, voilà, par exemple. Et après ils ont utilisé tout un tas de différents moyens, des grains de blé, des grains de plein de légumes, plein de choses, de sel, exactement. Et justement, je vais vous donner différents exemples de moyens de paiement, et je vais vous allez essayer de trouver lesquels existent toujours aujourd'hui. Pas forcément pour beaucoup de gens, parce qu'en fait, dans le monde, il y a des gens qui vivent en autarcie, qui vivent avec leur système de fonctionnement, et vous allez devoir essayer de trouver lequel d'entre ces 4 prochains moyens de paiement existe encore aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le sel, du coup ? Est-ce que ce sont les pierres ? Est-ce que ce sont les coquillages ? Ou est-ce que ce sont les fèves de cacao ? Qui sont encore utilisées aujourd'hui. Évidemment, j'ai des petites infos pour chacune d'entre elles, mais est-ce que de prime abord, comme ça, il y en a une où vous vous dites « Ah, ça peut potentiellement être encore utilisé aujourd'hui ». Est-ce que vous avez des petites idées ? Ouais, tu me laisses... Toi, tu as peut-être déjà la réponse. J'ai peut-être pas la réponse, mais j'ai un raisonnement qui pourrait donner la réponse. Moi, j'aurais dit comme ça les pierres. Ok.
Moi, j'aurais dit comme ça les coquillages. Hein. Parce que rien que l'histoire de notre monnaie aujourd'hui, les Grecs utilisaient l'or, mais c'était pas forcément pour s'échanger des biens. C'était pour faire des offrandes aux dieux. On allait au temple, on donnait de l'or. Et autour des temples, il y avait souvent des prostituées dans la Grèce antique. Donc, on s'en servait aussi pour payer. Ces services-là. Et petit à petit, ça s'est répandu dans la population. Donc, et je pense que dans des civilisations, notamment en Polynésie ou autres, il existe encore une espèce de monnaie faveur divine, sous forme de coquillage, qui pourrait être utilisée comme monnaie d'échange ou de troc. Alors, je vais revenir un peu sur chaque. Du coup, le sel, effectivement, qui a été utilisé sous l'Empire romain, et qui aujourd'hui est peut-être utilisé par des gens, mais pas à la connaissance. Donc c'était qu'on quoi, a. des kilos de sel? Non, ils C'était étaient payés en sel. Parce que ça permettait de conserver les aliments, donc ça avait une valeur qui était quand même très utile. Comme même il n'y a pas si longtemps, mais au 19e siècle, on était payé en pétrole pour les lampes à pétrole ou en charbon pour se chauffer. C'est ça. C'est ça en fonction de ce qui était à disposition Ce qui et qui était en nombre, ce qui valait de la valeur. Et peut-être que dans 100 ans, ce sera de l'énergie, hein. Parce que sans énergie, on n'a rien. C'est ce qui a de la valeur, quoi. Exactement. Alors, donc les coquillages, exactement aussi appelés kauris, en fait, ont été utilisés vraiment partout. Ça a été utilisé en Chine, en Inde, en Afrique. Et aujourd'hui est peu utilisé, sauf effectivement dans des cérémonies traditionnelles. Donc c'était bien la bonne réponse? Non, je garde la dernière. Les fèves de cacao ont été utilisées notamment par les Aztèques. Les Aztèques et les Incas. Les Incas, parce que le chocolat se conserve exactement, puis c'était dans des régions où il y avait une production de fèves de cacao. Et une région où l'or était finalement assez abondante, et n'était pas utilisée comme valeur marchande, donc finalement, quand c'est abondant, ça n'a pas forcément de valeur. Les fèves avaient plus de valeur que l'or. Voilà. Et d'où la légende de l'Eldorado, où les Espagnols sont arrivés, on leur a offert plein d'or, donc ils se sont dit... Bien sûr, puisqu'en fait, t'as raison, cette notion, elle est hyper importante de dire, en fait, quand c'est en trop grand nombre, quand ce n'est plus rare, ça perd de la valeur, et ça n'a plus de valeur. Et c'est ce qui s'est passé à la ruée vers l'or qu'il y a eu en Australie, en Californie, à la fin du 19e siècle. Au bout d'un moment, il y avait trop d'or, donc on s'est dit, c'est plus l'or qu'à la valeur, mais la valeur qu'on y donne, et sur les billets, pas. Bien sûr. Et du coup, la bonne réponse, c'était les pierres, Manon. Mais t'étais pas du tout loin en parlant de Polynésie et de Micronésie, parce que c'est là qu'elle est encore utilisée, la monnaie de pierre, qui s'appelle aussi le rail. Et donc, c'est une monnaie qui est propre aux îles Yap, dans les États fédérés de Micronésie. Et ce sont du coup des pierres rondes avec un trou au milieu. Et qui sont taillées dans de la calcite, qui sont en calcaire. D'accord. Et qui peuvent faire entre de 4 à 350 cm de diamètre. Donc ça peut être très grand en fait, c'est très massif. Ah ouais. Et en fait aujourd'hui, elles sont utilisées, mais de manière un peu comme les coquillages, de manière traditionnelle. Mais elles peuvent être utilisées et notamment elles sont en fait laissées vu qu'elles sont trop lourdes, dans des exploitations ou dans des champs qui sont vendus avec ces pierres, et c'est une partie de la valeur du champ que tu vends à quelqu'un d'autre. Voilà, enfin en tout cas donc ça ce sont la monnaie de pierre rail. Et avec un trou au milieu alors. Avec un trou au milieu. En fait, c'est des grosses pierres. Avec des autres, c'est très caractéristique de ce qui se passe en Asie-Pacifique, parce que les monnaies chinoises depuis le 1er siècle après Jésus-Christ ont un trou au milieu. C'est ça, un trou en son centre. Et en fait, c'est une monnaie qui est pas si vieille que ça. En fait, elle remonterait au début du 18e siècle. Oui. Ce qui est pas si vieux. Okay. Voilà, mais on en a parlé tout à l'heure, on est revenu au tout début de la monnaie en pièces comme on connaît aujourd'hui, à base d'or, d'argent, de bronze, voilà. Et justement, t'en parlais un tout petit peu, tu parlais de Crésus. Et voilà, je fais juste un tout petit aparté pour dire, c'est de là que vient l'expression riche comme Crésus. Voilà, donc Crésus qui était, tu nous as dit tout à l'heure... Qui était un roi qui a été nommé en Lydie, C'est ça, parce que ça vient de la Lydie, qui était en fait proche de la mer Égée. Donc et c'est surtout proche du Pactole, du fleuve Pactole, dans lequel on récupérait... Le fleuve Pactole, mais alors quand on touchait le Pactole. Et en fait, c'était un fleuve qui a des petites paillettes d'or, et donc on peut les tamiser pour récupérer de l'or. Qui n'existe plus, ce Pactole.
Il existe toujours, mais il n'y a plus beaucoup d'or parce que dedans. le Il est moins fleuve est- Mais intéressant. en France, il y a le Gardon, par exemple. Dans le Gardon, vous pouvez aller tamiser et trouver des pépites d'or. Gardons dans les Cévennes notamment. Effectivement. Très bien. Alors là, je fais un gros bond dans le temps. Et je passe en 1923, on est en Allemagne. Oula, période entre-deux-guerres. 123, oui. Qu'est-ce qui se passe en 1923 en Allemagne? Eh ben, il y a comme il y a eu dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de pays, beaucoup d'États, il y a une hyperinflation. Mhm. La monnaie allemande, elle perd énormément de valeur à cause à la suite, de grandes crises. Et les billets, ils vont alors trouver un nouvel usage. On va les utiliser d'autres manières. Mais comment est-ce qu'ils vont être utilisés? Est-ce que vous avez des petites idées? J'ai des propositions. Mais il faut se dire que les billets perdent tellement de valeur. Qui ne valent plus rien. Pour te dire, en fait, par exemple, pour aller payer son pain, il fallait amener des brouettes de billets. Voilà, pour aller Oui, d'accord. tellement la monnaie ne vaut plus rien. Alors, est-ce que les billets étaient utilisés pour faire du feu, comme un moyen de chauffage, comme du bois de chauffage, parce que c'était moins Bien faux. cher de brûler les billets que d'acheter du bois de chauffage? Est-ce que c'était utilisé comme papier toilette? Parce que, encore une fois, c'est du papier. Et que ça valait moins cher que d'acheter des rouleaux de papier toilette. Rien, donc, ouais. Voilà, 1923, donc c'est peut-être pas encore à arriver. À voir. Est-ce que c'était utilisé pour tapisser les murs? Pour isoler. Pour isoler. Toujours pour avoir chaud. Et dans cette même idée, est-ce que c'était utilisé comme du rembourrage dans les fauteuils et les canapés? Oh. Et donc parmi ces 4 propositions, il y en a 3 qui sont vraies, qui ont été utilisées, ouais. en tout cas lors de cette crise Des grandes crises, de 1923 d'inflation. en Allemagne d'hyperinflation. Moi, je pense les fauteuils, etc. Je pense parce Ouais. que même c'est resté. Enfin, Fauteuil, il y a encore tapisserie, pas mal de. Donc ça, ce serait utilisé. de Ouais. rembourrage Ok. papier. J'ai déjà vu ça. Quels sont les 2 autres? Tapisserie, probablement. Mhm. Et, Moi, c'était j'adorais quoi, que ce soit le troisième? papier, le papier Le papier toilette. toilette, oui, pour la blague. Alors, non, pour faire du feu, papier toilette. Bon, on essaye le papier toilette pour la blague. Allez. Allez, le papier toilette, et ben non, c'était pour faire du pour faire feu du feu. également. Non, Ouais, ça- c'était Pour Pour c'était allumer, faire- oui, ça peut faire un bon allume-feu. Aussi, bah oui, c'est ça, pour au lieu d'utiliser Bah du oui. bois qui coûtait cher, surtout quand on était en ville. Mais là on parle de l'inflation qu'il y a eu en Allemagne, mais très récemment, ça arrive à des pays, même aujourd'hui encore, de Mais- faire fonctionner Mais la je planche vais à en billets. parler parce que mon papier toilette ne vient pas de nulle part, Ah. sachez-le, jeunes gens. Mon papier toilette, c'est parce que, en fait, des hyperinflations, ça arrive. Ça arrivait récemment dans plein de pays. Au Venezuela, je crois que Le ça arrivait il y a pas Venezuela, longtemps. le Zimbabwe, il y bah, avait des pièces. Justement, au Zimbabwe, en 2008, il y a eu une inflation et les billets étaient utilisés parfois comme papier toilette, tellement l'inflation était énorme et que ça ne valait plus rien, Et en oui, fait. on a des billets qui, avec parfois 50 trillions de milliards, C'est ça. parce qu'il y avait plus de place pour mettre des zéros, tellement on faisait tourner la planche à billets pour essayer d'éponger ça. Bah oui, ça reste du papier, quoi. Exactement, ça reste du papier. Bien joué, Et nous, Manon. en France, nos parents l'ont vécu, peut-être nos parents, peut-être nos grands-parents, on a vécu une grande déflation où on a eu le nouveau franc qui a été divisé par 100. Donc quand on disait Oui. ça fait 100 millions ou 100 patates de l'époque, c'était parce que c'était les anciens francs qui valaient encore moins que les nouveaux. C'était quand ça? C'était... Les années 60, 60. Ok, ah ouais, il y a une grosse dévalorisation. Enfin non, pas une dévalorisation, justement, Ouais, c'est un renforcement. un renforcement, à l'inverse. Ok. Alors, prochaine question. Est-ce que vous savez, déjà en préambule de la question, ce que veut dire l'expression payer en monnaie de singe? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Ouais, ça me dit un truc, moi. J'ai déjà Ok. entendu. Qu'est-ce que ça Payer te en dit? monnaie de singe. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une monnaie qui n'a plus de valeur, qui n'a plus la confiance justement de la période, donc personne n'en veut et on a fait un peu grise mine à recevoir un paiement comme ça. C'est un peu l'idée. L'idée, c'est que c'est en fait ça veut dire en fait régler ses dettes avec une bonne parole ou simplement ne pas les payer, escroquer quelqu'un. En fait, c'est quand quelqu'un me paye en monnaie de singe, c'est-à-dire ça vaut rien ce en quoi qu'il me paye. Et Donc, c'est un ça peu n'a ça. pas une histoire, je sais pas si c'est cette expression-là qui viendrait de là, mais par exemple, arrivé le 15e siècle avec les grands commerçants hollandais qui vont brasser beaucoup de marchandises. Donc imaginez, ils arrivent à un endroit, ça veut dire que si on les payait en pièces, ils devaient revenir avec un bateau bourré de pièces. Donc au lieu de dire je vais prendre des dizaines de pièces, ils disaient bon, écrivez que vous me devez tant, et quand j'aurai besoin, je viendrai vous voir et on retirera. Donc c'est un peu l'invention des banques
et des crédits. Et donc, ça rejoint cette expression-là, parce que si on fait confiance à un armateur qui nous ment ou qui fait ça, on se retrouve avec plus rien. Eh ben, tu tombes très bien, Julien, Il s'y connaît quand même très bien. puisque la question que je vais vous poser, c'est que du coup, à l'origine, quand on parlait de payer en monnaie de singe, ça parlait de payer en nature, de payer ce genre de choses. Ça vient du Moyen-Âge. Mais d'où elle vient exactement cette expression ? Je vais vous donner Pourquoi différentes singe ? petites histoires. Pourquoi singe ? Et vous allez devoir essayer de trouver laquelle est la vraie. Alors, est-ce que cette expression, elle vient du fait qu'il y avait trop de singes importés dans les rues de Paris ? Ils étaient alors considérés comme de la vermine et échangés dès que possible contre des services. Ça, c'est la première. Est-ce que c'est la deuxième origine ? Est-ce qu'on parlait des singes dans les contrats pour parler des enfants qui pouvaient alors être utilisés comme monnaie d'échange ? Cela permettait d'éveiller les soupçons. Et les singes et les enfants étaient transformés comme des singes. Truc horrible. Hein. Ouais, vraiment. Ensuite, troisième origine possible, est-ce qu'il y avait des pièces frappées avec une illustration de singe qui étaient connues pour être utilisées par une bande d'escrocs qui avait volé une presse à monnaie et qui refilait du faux monnayage avec une tête de singe sur la monnaie. Voilà. Ou est-ce que, dernière origine possible, est-ce que c'était dû au fait que les saltimbanques qui souhaitaient accéder à Paris étaient exonérés de taxes s'ils avaient un singe avec eux? Waouh. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Ouais. Moi, je dirais la plus peut-être réaliste. Est-ce que j'ai fait preuve d'imagination ou pas? Ouais, bah, c'est très précis quand même déjà, oui. Ouais. Mais je dirais la plus réaliste, moi je dirais plutôt la fausse banque. Ok. L'histoire de la fausse banque. La fausse banque, la bande d'escrocs qui aurait volé le... Ouais. Pour moi, le faux monnayage était très vite contrôlé et puni, était très sévèrement puni, parce que c'est quelque chose qui était très grave, donc c'était souvent la peine de mort. Donc pour moi, Après, ça a pu rester. Oui, mais Quand c'était même. très rapidement contre-marqué par l'État qui voulait les récupérer ou donc je pense que c'est peut-être pas la plus probable. Et puis dans tes propositions, si c'est toi qui les as faites, on a souvent une image du Moyen-Âge qui est très sombre et pas forcément ce qu'elle était. Donc les deux premières me paraissent quand même très Ça peu va loin. humanistes. Ouais. Donc j'aurais tendance par élimination à dire la 4. Eh ben, bien joué, tu Wow. es bon Julien, les saltimbanques, alors je vais vous dire un peu plus là-dessus, mais c'est qu'au Moyen-Âge, toutes les autres sont bien sûr inventées par moi, c'est pas d'autres monnaies quelque part, voilà. Au Moyen-Âge, tous les marchands qui passaient par le Petit Pont, qui est un pont pour accéder à l'île de la Cité, mais à l'époque toute la ville de Paris était sur la Cité, ils payaient, pour aller vendre un singe dans la Cité, ils payaient 4 deniers. Voilà, pour rentrer dans la cité. Mais si le singe, il appartenait à un jongleur, qui est un terme en fait qui désignait les amuseurs publics, les saltimbanques de l'époque, dont les dresseurs d'animaux, celui-ci, en faisant danser son singe devant le péager, franchissait le pont gratuitement. Voilà. Donc il fallait faire danser son singe, ou tout simplement Donc la avoir danse un du singe singe pour valait rentrer. 4 deniers. deniers. Exactement. Ok. Voilà. Exactement. Donc c'est de là que vient la monnaie de singe. Voilà. Et la monnaie de singe, ok. Exactement. Et donc, à la suite donc, de la monnaie, en fait, on payait par nature et qui s'est transformée en fait, une monnaie qui n'a pas de valeur monétaire en tant que telle, même qui n'a pas de valeur aujourd'hui, voilà, qui est considérée comme... voilà. Alors, toute dernière question sur quelqu'un, je pense, dont vous avez entendu parler. Peut-être pas, mais ça m'étonnerait. Le footballeur Lionel Messi. Ouais. Alors, pourquoi je parle de Lionel Messi et des monnaies ? Qu'est-ce que ça peut avoir Qu'est-ce comme- qu'il a fait? Il a créé sa propre monnaie. Ah, ça, c'est possible. Maintenant, tu Et sais la on peut monnaie donner numérique. un nom à tous les bitcoins, voilà. Hein. Exactement. Il a Alors, sa tête quelque part. peut-être que c'est ça. Pour célébrer Lionel Messi, il y a un artiste uruguayen qui a fabriqué un objet uniquement avec des pièces de monnaie uruguayenne. Quel est cet objet ? Est-ce que vous avez des C'est vrai propositions que avant que je vous en donne, des petites idées comme On ça a pu faire un buste, Un buste, Ouais, c'est ça, je pensais à une grande statue. une grande statue. une grande mosaïque. Ok, alors je vais vous donner Ah ouais. des petites propositions. Est-ce que c'est une statue de Lionel Messi grandeur nature ? Ouais. Est-ce que c'est une pièce de monnaie de 2,5 mètres de diamètre à l'effigie de Lionel Messi ? Qui devient une statue en fait. Ouais. Un bon talent de sculpteur et de... Ouais, c'est ça.
C'est Un ça. gros four. Est-ce que c'est une voiture avec la tête de Lionel Messi sur le capot? Ou est-ce que c'est une réplique de la Coupe du Monde que Lionel Messi a gagnée il y a peu, avec pareil une belle tête de Lionel Messi sur la Coupe du Monde? Alors, Oh, je resterai sur la sculpture. Ouais, moi la aussi. sculpture? Ouais. Ouais, moi aussi. Eh ben non, c'est une magnifique voiture avec la tête de Lionel Messi qui fait exactement le poids de la vraie voiture. Parce que c'est une Pagani Zonda, je Ouais. n'y connais rien en voiture. Je vous montre Sur Super Sport, cette magnifique italienne. image. Voilà. Recouverte de. Fait totalement en pièces de monnaie. Ah oui. Ouais. De très Pièce bon. uruguayenne. Ah, de très bons goûts. Tu te baladerais avec ça, voilà, en tant que numismate accompli. Ouais, en vrai, c'est une œuvre d'art. C'est fou. C'est un artiste, C'est fou. c'est une œuvre d'art. C'est fou. Voilà. Incroyable. Incroyable. On vous mettra la photo sur Insta. Allez voir. Ça marche, pour vous faire une petite idée. Donc voilà, j'ai à peu près terminé mon quiz. Dernier truc que j'avais essayé de faire, mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout était frappé sur les pièces. Il y a de tout sur les pièces. Et Bah j'ai ouais. découvert notamment à quel point tout l'univers de la bande dessinée, des comics, Oui. était frappé sur les pièces. Et qu'on pouvait trouver par exemple des pièces frappées avec Mickey, avec Astérix, avec les Schtroumpfs, avec Lucky Luke, avec tout ce que vous voulez. Est-ce que t'en as un de tout ça? Alors, il y a beaucoup de pièces de collection qui sont frappées chaque année avec Astérix, avec Mickey. C'est ça, parce que j'ai vu, c'est beaucoup des pièces en fait Avec Harry qui Potter. valent 10 euros. C'est beaucoup ce type Ouais. de pièces. C'est un peu les pièces de collection de la monnaie de Paris ont une valeur de 10 euros généralement. Mais par exemple, au Portugal, c'est 2,5 euros. Ou 4 euros, ou 3 euros en Slovénie, donc ça peut dépendre. Mickey, souvent c'est des français? Enfin, c'est des pièces. Là, non, c'est des d'euros. pièces d'euros, oui. C'est des Ouais. pièces d'euros. Et Ouais. en fait, il faut s'imaginer aussi que les établissements monétaires sont des entreprises aujourd'hui qui vendent aussi des souvenirs. La monnaie de Paris est une des plus vieilles entreprises de France. Et en France, on a la chance d'avoir Disneyland. Donc, en mettant un partenariat avec Disney, on peut aussi vendre du métal. Mais il existe une pièce qui a cours officiel de 2 euros avec Astérix que j'ai. Je peux vous montrer où on voit Astérix à la place de Marianne avec son casque ailé et qui est une pièce de 2 euros C'est incroyable. officielle. Que tu peux utiliser pour acheter ton Et qui a pain. pris beaucoup de valeur puisque c'est un personnage dont les Français se sont beaucoup attachés, qui est très connu de l'étranger, qui a été émise, je crois qu'à l'époque elle était sortie, vendue sous blister, donc à 10 euros, qui aujourd'hui ne se trouve pas en dessous de 70. Donc, En dessous de 70 euros. Ouais, à la Ah oui. revente, donc elle est sortie en 2015 ou 2014, donc 10 ans plus tard, finalement elle a pris de la valeur. T'aurais pu dépenser 70 euros pour cette pièce. Non, mais j'ai dépensé des fois en sortie d'usine à 50 euros des pièces du Vatican, Ouais. par exemple. qui Ouais, c'est est- ce que t'as mis la pièce qui coûtait le plus cher, ouais, une pièce du Vatican. Ouais, une pièce du Vatican, 50 euros. ça vaut aux alentours de 40 à 50 euros. Après, ça prend de la valeur, ça n'en Ouais. perd jamais. Et ça, généralement, ça en prend suivant Et- l'événement. Et ou- est-ce que du coup c'est le clou de ta collection ou pas du tout? C'est une pièce beaucoup plus sentimentale que tu considères comme vraiment, si tu devais présenter qu'une pièce, où tu te dis cette pièce elle est incroyable pour moi, pour plein de raisons. Paradoxalement, non, c'est pas des pièces sur lesquelles je suis le plus attaché. Je pense que si un jour je devais m'en séparer parce que je fais une autre collection ou parce que je me spécifie, j'aurais pas de remords à m'en séparer. Mais est-ce que c'est celle qu'on vient voir sur le site internet dont tu parlais, Numis Sur Numisma, comme j'en ai Numisma. qu'une, je la mets pas encore à l'échange, donc ils viennent pas. Ils viennent pas t'en parler. Voilà, c'est ça. On vient vous montrer celles qu'on voit. Mais je pense que c'est des choses que, par exemple, la collection de toutes les pièces qui représentent des chiens, elle est plus unique, parce que je sais pas si on est plusieurs à le faire. Donc celle-là, elle a plus de valeur pour moi. Tandis que celle-là, celle du Vatican, on va au Vatican, Oui, c'est et on finalement. l'achète, et finalement, Mm. elles sont sorties des fois à 100 000 exemplaires, 50 000 parfois, donc on peut Oui, être potentiellement 100 000 à l'avoir. Oui, puis c'est, j'imagine, quelque chose que beaucoup de numismates ont, des pièces parce que ça parle Peut-être pas toujours. beaucoup, Ah, mais, ok. parce qu'il y a aussi une question de moyens. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est une passion, quelque chose qui demande des moyens quand même, et que tu peux pas faire comme ça. Enfin, faut être conscient que tu vas mettre de l'argent dedans et pour faire cette. Est-ce que tu t'es réfréné parfois parce que tu voulais certains trucs, mais tu t'es dit non, c'est trop cher. J'attends que ce soit moins cher. Oui, il y a par exemple des spécificités que les numismates connaîtront, mais c'est l'Allemagne. L'Allemagne a 5 monnaies, l'équivalent de monnaie de Paris. Donc il y a 5 fabricants de monnaies dans 5 villes différentes. Donc ça veut dire que les plus puristes voudront
les 5 frappes des 5 ateliers différents, parce qu'il a la seule chose qui différencie les pièces de euro à Allemagne pour savoir d'où elle vient exactement. Il y a une petite lettre qui est instituée, soit un A, soit un J, soit un F, et du coup certains considèrent que c'est une frappe différente, donc ils les veulent tous. Et donc moi par exemple ça je ne le fais pas, parce que si c'est des monnaies qui sont à 20 € l'unité, faut multiplier faut quoi. multiplier par 5. Est-ce que tu as quelque chose où tu te dis cette pièce-là ou de telle époque, il me la faut absolument, j'ai envie de la prendre, c'est un rêve lointain, mais un jour je l'aurai, peut-être quand je serai à la retraite, quand je me dirai, j'attendrai de rencontrer la bonne personne qui pourra me l'échanger ou t'as envie, mais... Ouais, je pense que j'irai plus tard, quand j'aurai plus de temps, justement ce qu'on disait sur les monnaies peut-être médiévales ou les monnaies de la révolutionnaire aussi, qui sont des périodes plus intéressantes, impériales ou révolutionnaires. Et là, il existe plein de monnaies qui sont liées à l'histoire de France, où il y a marqué par exemple Réunion, Guadeloupe, qui étaient traitées différemment. Et celles-là, elles sont assez difficiles à trouver, parce qu'elles n'ont ça fait pas beaucoup, elles n'ont pas sorti à beaucoup d'exemplaires. Et il y en a très peu sur le marché, donc je me dis peut-être plus tard... c'est de rechercher celle-là, celle de Louis-Philippe, de Charles X, qui ont été des rois qui ont vite été remplacés. Elles sont assez recherchées, donc tout là. Okay. Et est-ce qu'il y a des... Parce que, par exemple, ta collection de pièces avec les chiens, est-ce que tu ne les mets pas à l'échange ou, enfin, parce que tu disais qu'il y en avait certaines que tu ne mettais pas à l'échange. Je ne les mets pas à l'échange. Même si c'est celle que tu considères... Ouais, parce que j'en ai qu'une aussi d'exemplaire et que mon but c'est d'essayer d'avoir quelque chose de... On peut pas être exhaustif, mais d'être le plus enrichi possible. Donc si j'en tombe sur plusieurs à la fois, que j'achète un lot où je me trouve à échanger, puisque je sais que la valeur elle est en dessous, donc je change, peut-être que je la remettrai à l'échange, mais là non. Là, en fait, je suis très peu sur la session en ce moment, depuis... parce que aussi, j'ai commencé quand j'étais étudiant, donc j'étais beaucoup plus réfréné dans mes moyens, donc j'étais beaucoup plus dans l'échange et autres. En ce moment, comme je l'alimente que par les nouvelles qui sortent en 2025, quelques-unes qui représentent des chiens, celles qui me marquent, le budget, il est tout à fait absorbé dans mon rythme de vie. Donc, j'ai pas le besoin non plus de m'en séparer. Et tu disais que tu as découvert ça du coup tout petit, d'abord par tes grands-parents et tes parents aussi, tu disais un peu? Non, tes grands-parents, oui, tes parents. Est-ce que c'est quelque chose dont vous échangez toujours, ou tu aimes bien partager cette passion-là, que ce soit avec tes proches ou même avec des gens que tu rencontres? Est-ce que c'est quelque chose où tu as envie de le mettre en avant, tu as envie d'en parler parce que toi tu trouves ça hyper intéressant? Ou c'est quelque chose que t'aimes bien juste avoir pour toi, sans avoir une volonté de le partager de quelconque façon, mais juste ça t'épanouit de l'avoir, mais t'as pas forcément envie d'en parler. Même, désolé ma question est longue, mais même quand tu parles de tous les sites où tu échanges, où tu trouves des pièces, est-ce que t'as aussi un plaisir, j'imagine, de parler de ces pièces avec des gens qui connaissent, des connaisseurs, ou même dans ces clubs numismatiques dans lesquels t'allais? Enfin, quelle est ta relation sur le partage de cette passion et tout ça? Vous devez le savoir avec à force de faire des épisodes, mais quand on a une passion, généralement c'est pas la passion des autres. Donc on peut vite devenir pénible ou pas du tout suivi ou voilà, ou seul. Et moi, le cas de ma famille, c'est qu'ils sont pas vraiment intéressés, pas passionnés de ça. Ils ont gardé un peu par opportunisme parce qu'ils ont vu des choses qui leur plaisaient, souvenirs de voyage ou parce que ça se faisait. Mais bien que ma mère m'offre régulièrement des pièces à Noël pour mon anniversaire, donc elle s'intéresse aussi un peu là-dedans. Mais vous savez, comme tout collectionneur ou passionné, on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche, et forcément, même si ça fait plaisir de recevoir parce qu'on se dit c'est une attention qui compte, c'est pas forcément celle que j'aurais choisie moi-même. On est exigeant. Voilà, puis on a ses goûts, c'est tout. Très bien. Et du coup, oui, cet échange avec les autres collectionneurs, tu t'échanges avec eux Il existe plein de sites qui permettent d'échanger. Alors, Numista, c'est un site qui est spécialisé justement dans la numismatique et la billetophilie, et la paranumismatique. Donc, c'est tout ce qui va être jetons de souvenirs, par exemple, qu'on peut avoir dans les sites touristiques. Oui, parce que j'avais vu la numismatie, en fait, c'est un peu plus large que les pièces. C'est très large. C'est les médailles aussi, j'ai vu. Oui, il existe oui. Alors, ce qu'on appelle médailles, c'est ce qui n'a pas de valeur inscrite dessus. Ah, ok, c'est ça. Ce n'est pas les médailles qu'on porte à la poitrine, qui portent le même nom, mais et donc ça va large. Ça va aussi le médaille souvenir. Il y a un petit marché là-dessus. Ça peut être ce qu'on appelle les jetons, qui sont des choses qui sont en commémoration. Par exemple, on met la tête d'un président élu ou d'un événement, mais qui est en argent ou en or.
mais qui n'a pas de valeur, qui n'est pas une monnaie. Et il y a des sites aussi d'échange plus qu'on crée. Il y a Delcamp, par exemple, qui est un site d'échange d'objets d'art, auquel il y a plein de numismates amateurs et professionnels qui vont pour échanger et vendre leurs pièces. Et sur eBay aussi, qui est très populaire pour ces objets-là. Donc pour quelqu'un qui se passionnerait de monnaie, tu conseillerais d'aller checker un peu sur tous ces sites, Voilà. d'essayer de parler. Enfin, je pense que voilà, c'est comme tout, on apprend en parlant, en regardant. En regardant sur les blogs, sur les sites, les magazines qui vont ressortir, parce qu'il y a des magazines de cotes qui sortent régulièrement avec des C'est histoires. quoi le nom de ces magazines? Ça dépend de ce qu'on collectionne. Quand on collectionne des 2 €, il y en a des spécifiques de plusieurs éditeurs différents. Les francs, les médiévales. Et justement, pour quelqu'un vraiment qui s'y connaît pas du tout, mais qui a écouté ce podcast et qui s'est dit, bah moi ça m'intéresse en fait, je collectionne petit, je gardais par exemple, je vais dans un pays et je gardais telle ou telle pièce, je me dis ça peut être sympa d'en faire une collection. Qu'est-ce que tu conseillerais? Tu lui dirais de commencer par quoi pour justement se simplifier la vie et en même temps avoir une collection sympa et intéressante à faire? Bah déjà, récupérer que ce qui lui plaît. On a tous forcément quelque chose, une pièce qui nous parle parce que le dessin nous plaît, parce que ça représente un bateau, un oiseau, Les chiens. un paysage, un chien, Ça, un pays en J'ai particulier. vu que notamment l'Afrique du Sud, les billets sont incroyables parce Oui. qu'ils sont Sont que très des colorés. animaux, très colorés, beaucoup d'animaux. Les billets suisses sont très jolis aussi parce qu'ils représentent des valeurs, mais qu'avec les mains. Donc ça peut être la fidélité, ça peut être la sagesse, et avec un élément naturel, avec de l'eau ou autre. Donc, et ils sont très colorés aussi, donc ils sont très jolis. Et puis je pourrais conseiller par exemple d'avoir une appli comme Eurocollection sur son téléphone qui peut nous permettre de s'amuser à faire un peu comme les Pokémon, de savoir lesquels on garde, mais de côté. Et de voir les pièces qui sont sorties aussi. Parce qu'on peut aussi juste voir en 2025 quel pays a sorti quelle pièce. Et généralement, il y a un petit paragraphe qui explique pourquoi. Et ça peut aussi donner envie. Ouais, c'est ce que tu utilises pour avoir une veille en fait un peu de ce qui sort. Eurocollection, c'est ça que tu disais? Oui, c'est ça. Et puis Numista, parce que ça permet de référencer, de voir la valeur que ça a. Et il y a aussi généralement un petit paragraphe qui explique ce qui est représenté dessus. Est-ce que t'as un nom peut-être sur Numista s'il y en a qui veulent aller voir ta collection? Ouais, c'est RJ, mon nom, AIREJI. Trop bien. Très bien. On On le va aller mettra voir. dans, Je vais aller voir tout de suite après. dans la description. On va arriver un peu sur la fin de cet épisode. Il y a toujours quelque chose qu'on fait à la fin. On va te faire écouter un son qui donne un indice sur le prochain invité ou prochaine invitée du podcast. Et donc tu vas nous dire ce que ça t'évoque. Voilà. Okay. Ok. Je peux dire à quoi ça me fait penser? Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça me fait penser à quelqu'un qui poncerait un meuble ou qui fabriquerait quelque chose avec du bois. Moi, j'entends ça. Ou un halètement de chien. Rien à voir. Non, mais ça. Ouais. Ok, super. Voilà, donc peut-être du bois dans l'ébénisterie. Quelque chose comme ça, non? Et bah, on verra. On verra. Moi, j'avoue, moi, j'étais sur du dessin, peut-être. Ou, ah oui, c'est vrai, une mine de crayon sur un papier. Je sais pas, c'est ce que ça m'a fait penser à ça. Un coloriage, quelque chose. Mais je saurais pas. Voilà. Bah, vous verrez au prochain épisode. On va te remercier, Julien. Merci à vous. Merci à toi. Pour ton temps. Merci, Antoine. Merci à Étienne qui a géré le son du podcast. Puis on vous invite à aller vous abonner à la page Instagram de Saveur Passion où on met toutes les informations sur le podcast. On vous tease un petit peu sur les prochains invités quelques semaines avant, etc. On vous met des petits teasers, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi en fonction d'où vous nous suivez, sur Spotify, sur YouTube, sur d'autres plateformes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, et on met à chaque fois dans la description aussi notre Gmail. Si jamais vous avez des potes qui ont des passions un peu qui vous intéressent aussi, on est tout à fait ouvert à inviter aussi plein d'autres personnes qui peuvent partager leur passion sur Saveur Passion. Merci Manon pour ces précisions. Et la prochaine fois. Et puis Julien, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao. Dommage que vous nous quittiez.
alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui,